BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. L'actu Tech revient dans 30 minutes sur BFM Business, comme promis, comme tous les lundis soirs, même en ce mois de juillet. Donc c'est donc le pitch, et dernier d'ailleurs de la saison ce soir. Avec nous Audrey Soussan de Ventech. Audrey, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. On est ravis aussi d'accueillir François Sentier à vos côtés, bonsoir. Investisseur de Caporn, c'est ça, hein? Caporn. J'ai eu un doute. Bienvenue donc François. Avec vous donc et face à vous, deux start-upers qui vont succéder. D'abord Julie Le Gallonnec de l'atelier Gaston. Julie, bonsoir. Bonsoir Sébastien, merci d'être là. De m'accueillir. Alors vous aurez 2 minutes, hein, comme tous les start-upers à votre place le lundi soir. Bonsoir. 2 minutes d'abord toute seule, hein, en mode pitch elevator, et derrière donc pour échanger avec Audrey et François. Vous n'avez pas levé plus d'1 million d'euros et vous n'avez pas non plus pitché déjà dans leur maison respectives, hein, ni Caporn ni Ventech. Alors c'est parti, 2 minutes pour vous. Ok, alors bonsoir. Atelier Gaston, c'est la première marque d'accessoires pour téléphone portable en éco-conception. Alors c'est une marque que j'ai créée avec Gaël Koch, qui était sellier maroquinier dans le luxe, et Emma Huon, qui est directrice artistique dans l'édition. Alors pourquoi l'éco-conception sur cette catégorie de produits? Le marché français, c'est 400 millions d'euros tous les ans d'accessoires en plastique jetables. La France, c'est le pays du luxe, et on s'est dit, il y a sûrement moyen de valoriser les déchets des maisons de luxe en utilisant les chutes de cuir qui sont inutilisées pour créer un schéma qui soit basé sur l'écologie, la téléphonie et la maroquinerie. Donc on a créé une gamme de 4 accessoires, donc qui sont des chargeurs comme ça, qui sont aussi un porte-clés. L'objectif, c'est que les clients aient toujours sur eux nos produits, et les produits sont toujours prêts à l'emploi. Donc là, vous avez un étui qui permet de ranger ses écouteurs. Ici, vous avez un petit étui pour les AirPods. Donc, pour ces produits, pour les lancer, on est allé sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Kickstarter, et c'était début avril, et en moins de 20 jours, on a obtenu notre financement. Donc, on était super contents. On est d'autant plus contents qu'au mois de juin, on a livré 100% des commandes Kickstarter. Donc, c'est allé assez vite, et les clients sont hyper chouettes. Les produits, on les fabrique à la main, en Europe, et le prototypage de toute notre collection est fait en France. L'année 2019 pour Atelier Gaston, c'est une année d'amorçage. Donc travailler le savoir-faire, donc ça on met beaucoup d'énergie sur le savoir-faire, et aussi le faire savoir, donc d'où notre présence ce soir dans les médias. Il faut aussi faire beaucoup de pédagogie puisqu'on est les premiers sur ce marché, et on remercie d'ailleurs la Fnac qui nous a accueillis. Et bientôt Orange. Voilà, okay. Fnac et Orange. Vous avez juste sur Kickstarter, vous avez réuni combien d'argent, Julie? Donc notre objectif de financement, c'était 15 000 euros. D'accord. Voilà. Ok. Et ben donc vous les avez obtenus. Audrey, première question donc pour Julie, l'atelier Gaston. Donc là, tu nous as un petit peu décrit la production, oui, et l'amont, je dirais, et tu nous as pas trop parlé de la distribution. Ça se passe comment pour connaître, pour acheter en fait? J'achète où? Alors déjà, la marque, elle est nouvelle. Comme je le disais, on a démarré au mois d'avril. On va lancer notre e-shop dans quelques jours. Donc l'idée, c'était déjà de faire un peu une répétition générale sur Kickstarter et de voir dans quelle mesure on était capable de produire en Europe, de garantir l'approvisionnement des chutes de cuir, de travailler les finitions comme on le ferait dans la maroquinerie, ce qui est assez nouveau dans la catégorie de produits des accessoires de téléphonie, qui sont quand même vraiment beaucoup des accessoires en plastique, made in China, etc. Donc là, c'était déjà assez nouveau. L'idée, c'est qu'on va s'appuyer sur un réseau de distribution physique qui sont les revendeurs historiques de la téléphonie mobile. Donc la Fnac nous a contactés, donc ça c'est ce que je disais. Orange, via les magasins Mood, nous ont contactés également. On a d'autres enseignes comme des boutiques d'hôtels ou autres qui nous ont contactés aussi. Et donc on est en train de déployer notre réseau, mais doucement. Parce qu'il faut que nous, on soit capable d'aller former les vendeurs, d'aller expliquer. Clair, ce sera donc du B2B2C après. Exactement. Ok. C'est pas vous qui allez les vendre. Et via notre e-shop, si. Si, via le site internet. François, première question peut-être, je sais pas, sur le pricing, je veux pas... Non, là, j'allais 2 petites questions. Alors avant, juste au début, Sébastien, je me permets. Une question très simple. Déjà, Atelier Gaston, ça vient d'où?
par curiosité. Et deux, donc vous avez un projet avec un impact social et sociétal fort. Question un peu tarte à la crème, mais que je suis obligé de poser. Quelle est votre vision d'entreprise et comment vous liez intérêt économique et impact social et sociétal? Ok, alors première question, Atelier Gaston. Alors Gaston, on voulait déjà un nom qui soit sympa. Parce que l'écologie, il ne faut pas que ce soit trop plan-plan. Donc on voulait un nom qui soit dynamique, sympa, qui fonctionne à l'international, puisqu'on a vraiment envie d'aller à l'international, et qui marque notre côté French Tech, français. Voilà, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que c'était un clin d'œil par rapport à la chanson de Nino Ferrer, qui est Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et comme on fait des produits autour de la téléphonie, puisque tous les usages des objets qu'on fait sont liés au téléphone mobile, on trouvait que c'était chouette. Mais surtout, la dernière phrase de sa chanson, c'est « Peut-être bien que c'est important ». Et nous, on pense que sur un marché, rien qu'en France, de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'accessoires en plastique, c'est important de trouver de nouveaux paradigmes et d'essayer d'aller vers une démarche un peu plus éco-friendly. Voilà. L'aspect vision. Alors l'aspect vision, par rapport à notre chiffre d'affaires, ce qu'on souhaite faire, Non, comprendre comment vous arrivez à mêler intérêt social et sociétal et intérêt business. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez créer? Pourquoi vous vous levez le matin? Alors, déjà, on se lève le matin parce qu'on est convaincu, quoi qu'il arrive. Mais au-delà de ça, c'est du courage pour arriver à faire ces accessoires-là au prix quasiment d'accessoires qui viendraient d'Asie, par avion, etc. Et donc, il faut être hyper malin. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'abord d'être curieux. Il faut essayer de trouver tout le temps ce qui va permettre de trouver le meilleur matériau, mais sans que ce soit un compromis pour le consommateur. Le consommateur, il n'est pas prêt à abandonner son confort. Il a envie qu'on lui propose. C'est aux industriels de trouver des solutions toutes prêtes et qui sont éco-responsables. C'est pas au consommateur de dire bon alors maintenant il faut que je déchire mon packaging, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça parce que je veux pas avoir trop d'impact sur l'environnement. Et votre vision à long terme, Julie, vous voulez nous emmener où avec l'atelier Gaston? Ça va rester 2-3 accessoires ou vous avez alors on a déjà deux nouveaux produits qu'on va présenter sur le salon Maison et Objets, puisqu'on expose sur le salon Maison et Objets. On est qualifié en marque responsable, donc ça c'est chouette. Donc on fait partie du parcours éco-friendly de Maison et Objets. Et donc non, l'idée c'est d'envahir le monde. Nous on a envie que les avions qui arrivent de Chine, ils repartent avec nos produits et qu'on livre la clientèle asiatique avec des produits qui sont éco-friendly, avec des cuirs magnifiques. Ça, vous voyez, par exemple, c'est une chute de cuir. Donc, c'est des matériaux qui sont très beaux. Et donc, ouais, non Ça répond à votre question, François? Oui, ça répond, c'est clair. Audrey, votre question. Justement, alors pour approfondir un peu la partie économique, tu peux peut-être nous expliquer comment ça fonctionne, le modèle économique, combien tu achètes tes chutes de cuir, combien tu arrives à faire de produits à travers ça, quelle est ta marge sur les produits en comptant le distributeur ou quand tu passes en direct au consommateur? Oui, alors pas de problème. Le business model, pour nous, il est basé sur combien de points de vente on doit ouvrir pour atteindre un chiffre d'affaires. Sachant que il va évoluer ce business model puisqu'à aujourd'hui on achète les chutes de cuir. L'objectif demain, c'est d'aller tisser des partenariats avec des maisons de luxe pour pouvoir être intégrés au cœur de leur process RSE et de pouvoir récupérer directement chez eux les chutes de cuir. Donc le business model, il va évoluer. Nous, comment on a calculé notre prévisionnel, on va dire? On se dit, voilà, il faut qu'on ouvre 2021, on ouvre 800 magasins au niveau mondial. Donc pour vous donner une échelle, le réseau Orange, c'est 600 boutiques. Donc 800 magasins au niveau mondial, en 2 ans, ça nous semble vraiment jouable. Vous ouvrez, on est d'accord, c'est pas les vôtres. Hein. Non, vous allez pénétrer dans 800 points de vente. Exactement, vous avez raison. On fait une vente par jour. On a déjà 6 produits maintenant. On fait une vente par jour. Dans ces 800 magasins, on fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça nous semble un marché qui est presque infini. Donc il faut qu'on arrive à faire suffisamment de pédagogie, que nos produits y soient parfaits, que les gens ils en parlent autour d'eux, qu'on intègre l'usage dedans. Vous voyez, par exemple, j'ai une amie qui me disait ce week-end, elle me dit mais ce qui est génial dans ton produit, c'est qu'avant mes enfants ils me piquaient mon chargeur tout le temps. Maintenant, comme j'ai mon trousseau de clés sur mon chargeur, les enfants me piquent pas mon trousseau de clés. Et donc de fait, j'ai toujours un chargeur à la maison que je sais que je peux trouver. Vous voyez, on essaye de faire des produits
produits qui sont vraiment malins et vraiment utiles. Tu vas faire ta marge sur les produits, justement, en comptant l'achat de la chute de cuir. Alors nous, notre marge, elle est environ de 40%. D'accord, ça c'est avec la distribution Tout compris. Okay. Notre marge à nous. Et une coque de téléphone comme ça, en cuir, ça coûte, vous la vendez combien? Alors, cette coque, typiquement, donc, qui est une coque en cuir, vous me direz, rien de... Elle est entièrement doublée en cuir, puisqu'on utilise des chutes pour faire l'intérieur. Parce que d'habitude, on fait venir de la microfibre par avion, et puis on met de la microfibre à l'intérieur parce que c'est moins cher. Nous, dans les pots, il y a des parties qui sont un peu moins jolies, donc on ne met pas en extérieur. Et donc, on essaye vraiment de récupérer au maximum. On fait la même chose, par exemple, sur notre packaging, où on utilise comme broche, qui normalement est une broche en plastique, on utilise le cuir qui est utilisé sur notre produit. Donc typiquement pour que le consommateur il puisse toucher en magasin aussi le cuir qu'il va avoir sur le donc c'est vendu, Julie? Alors les coques, c'est entre 29 et 60 euros. Voilà, toute la gamme. Donc c'est une marque grand public. Et François qui est vegan, qui n'aime pas le cuir, vous lui dites quoi alors? François, je suis pas vegan, mais il pourrait être vegan. Alors François, alors on a beaucoup de véganes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui font même des jeux concours, parce qu'en fait la question c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux des chutes de cuir qui sont réutilisées ou est-ce qu'il vaut mieux des chutes de cuir qui sont jetées? Et globalement, les véganes nous suivent, pas toutes, on n'a pas une... Mais voilà, dans la démarche, c'est quand même un questionnement. Atelier Gaston, merci. Atelier Gaston. Merci à vous. Julie, on vous retrouve dans quelques minutes, juste après le passage de la seconde start-up Green Big, qu'on retrouve dans un instant, tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et c'est Benoît Pagé, notre second start-upper ce soir qui nous rejoint en direct, donc à la télé, à la radio. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, bienvenue. Green Big, ça s'appelle donc Green Big, votre affaire, après l'atelier Gaston de Julie Le Gallonnec. Le Gallonnec d'ailleurs, j'ai écorché visiblement son nom de famille. On refera ça avec elle tout à l'heure. Elle va nous rejoindre dans à peine 10 minutes. Toujours Audrey Soussan et François Santi, nos investisseurs, respectivement de Ventech et la maison Caporn Invest. Benoît, donc c'est parti, même punition pour vous, donc vous avez 2 minutes tout seul, et après vous échangez et vous répondez aux questions des VC. Merci. Alors, je vais démarrer par une question, si vous m'autorisez. C'est est-ce que vous avez une idée de combien de bouteilles en plastique sont consommées dans le monde tous les ans? Vous savez pas, c'est trop gros pour que ça puisse se concevoir. Des milliers de milliards? 480 milliards. Ouais, c'est des centaines. 14 milliards pour la France seulement, ce qui est déjà beaucoup, ce qui représente à peu près 400 000 tonnes du plastique qu'on appelle le PET, qui sont mis sur le marché par les industriels, qui cherchent à en récupérer à peu près la moitié, donc 200 000 tonnes, pour le réincorporer dans leurs bouteilles plastiques. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est une logique d'économie circulaire pour moins polluer. La mauvaise, et c'est tout le paradoxe, c'est qu'ils ne la trouvent pas, cette matière. Ils la trouvent pas parce qu'elle est assez mal collectée, assez mal triée par les systèmes classiques existants, la poubelle jaune à Paris, notamment dans les villes et les zones urbaines. À Paris, il y a une bouteille sur 10 qui est recyclée. Et c'est pour ça qu'on a créé Bibot, qui est la solution qu'on a créée dans Green Big, qui vise à justement récupérer ces bouteilles plastiques de façon très innovante, avec à la fois une machine qu'on installe dans les supermarchés et qui transforme les bouteilles en paillettes en les triant. C'est un joli mot, ce qui nous permet de faire énormément d'économies sur le traitement logistique de la bouteille derrière, et avec une plateforme digitale très innovante qui permet là aussi de générer des économies, mais qui permet surtout de donner du sens, de donner envie au consommateur d'apporter sa bouteille, et pourquoi pas demain de récompenser. On parle de plus en plus de consignes, en essayant de dématérialiser cet aspect récompense. Pourquoi pas demain avec de la blockchain d'ailleurs, pour là aussi générer des économies. Et ça nous permet d'inventer quelque chose qui va vous faire sourire, c'est d'avoir un coût de revient inférieur au prix de vente. Et donc gagner de l'argent dans le déchet sans subvention ou sans financement extérieur, c'est très rare, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on pense que pour être durable, il faut être rentable. Sinon, on ne pourra pas se déployer à grande échelle. Et c'est bien notre enjeu que d'installer ces machines un peu partout en France. Il vous reste 15 secondes. Alors en l'occurrence, notre ambition est d'installer là, on est en train de déployer les 20 premières machines dans les supermarchés. Il y en aura à peu près 300 à horizon fin d'année 2020. On vise les 2500 à horizon fin d'année 2021. Et c'est pour ne parler que de la France, parce qu'en l'occurrence, on a un marché qui est très porteur, avec beaucoup de traction, parce que tout le monde cherche cette matière. Merci Benoît, donc ça tient en pile 2 minutes. Green Big est donc votre produit. François, peut-être première question là pour démarrer. Ma question est très simple. Comment vous installez les machines dans les supermarchés? Ça c'est très clair. J'imagine qu'il y a des accords de partenariat avec des grands retailers. Ensuite, comment vous générez de l'usage? Comment vous faites en sorte qu'il y ait de la récurrence et que l'utilisateur final, enfin le consommateur, prenne le réflexe gratuitement
de recycler ces bouteilles et donc de générer de l'usage dans votre solution? Alors d'abord, on a un modèle économique où on vend la machine et on vend la matière. Donc en fait, on marche sur ces deux jambes-là. On vend la machine au supermarché et derrière, on lui reverse une partie du chiffre d'affaires généré sur la matière pour l'inciter à lui-même inciter ses consommateurs à ramener des bouteilles. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a observé ce que font nos concurrents et que nos concurrents ont des machines déjà en place et les consommateurs rapportent leurs déchets parce que les supermarchés les récompensent pour ça. Aujourd'hui, c'est 1 ou 2 centimes. On est encore très loin de la consigne qui va être entre 10 et 20 centimes. Mais l'idée, c'est évidemment que le consommateur le fait, même si de temps en temps, ils s'en défendent, surtout pour l'argent. Et donc, c'est cette incitation qui fonctionne, même si on considère que c'est pas seulement l'argent qui permet aux gens de faire ce geste, c'est aussi le sens qu'on va donner. Et par exemple, notre machine est transparente en bas, donc les gens voient que leurs déchets et leurs bouteilles ont été transformées, et cette espèce de réassurance qu'ils vont chercher en apportant une bouteille dans une machine dans laquelle ils seront sûrs que c'est recyclé, fonctionne aussi très bien. Et en plus, on prolonge le geste avec une notion avec une dimension sociale, en permettant effectivement à ces gens qui ont ramené leur bouteille de faire des dons, en tout cas d'avoir un impact social positif qui va au-delà du simple geste de tri. Donc le retailer va être prescripteur de votre solution? Il est même très demandeur aujourd'hui parce qu'il cherche à faire revenir ses clients dans un magasin et que c'est clairement pour lui aujourd'hui une façon de le faire revenir. Ça fonctionne, alors pour le coup, les machines dans les magasins, on sait que ça fonctionne très bien parce que aujourd'hui on a probablement à peu près une demande par jour de grands magasins qui veulent mettre des machines comme ça. Le problème aujourd'hui, c'est que les solutions existantes ne sont pas rentables. Donc elles nécessitent un financement extérieur ou une implication financière du magasin qui est trop forte. Donc voilà. Audrey? Oui, justement, tu parlais de tes concurrents tout à l'heure. Qui sont-ils et comment sont-ils financés s'ils ne sont pas rentables? Alors aujourd'hui, il y en a 3 majoritairement. Il y en a un qui s'appelle Lemon Tree qui installe des petites machines. Il y en a un autre qui s'appelle, bon bref, je ne vais pas tous les citer, mais il y a une filiale de Suez qui s'appelle Reco et puis une troisième entreprise qui installe des machines qui s'appellent les EcoBox. Il y en a 2 d'entre eux qui installent des grosses machines sur les parkings du supermarché. Donc en fait, ça ne rentre pas dans les zones urbaines. Ça, c'est mécanique presque. Et les autres, en fait, ils ont une problématique de rentabilité qui est liée au fait qu'ils écrasent les bouteilles et dans un même volume, ils mettent 7 à 8 fois moins de matière que nous. Et donc c'est pour ça que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et donc comment ils sont financés? Par des aides, comme souvent. Et alors donc il y a une innovation dans ta machine. Est-ce qu'on peut vraiment mettre le doigt sur ta différenciation? Il y a une innovation dans ta machine qui fait que ça prend moins de place qu'une... Ouais, on transforme les bouteilles en paillettes. Et en fait, dans le même volume, dans la même machine, on met 3000 bouteilles. Lemon Tree, qui a une machine à peu près de la même taille, on met 350. Mais transformé en paillettes, quoi. En paillettes, ça veut dire que c'est une espèce de copeaux de la machine. Et la machine broie les bouteilles, pour faire simple, et les transforme en copeaux. Ça fait qu'on a une densité de matière qui est beaucoup plus importante. Et qu'est-ce qui empêche, excuse-moi, mais je cherche vraiment l'innovation, c'est-à-dire broyer, c'est innovant en soi, ou quel est le mécanisme en fait que tu apportes que les autres ne pourraient pas apporter? Alors broyer dans un temps de cycle avec un coût de revient de machine, le fait d'en faire une paillette qui est un produit pré-transformé, parce que ça c'est le deuxième aspect financier, c'est qu'en fait cette paillette qu'on va trier et qu'on va transformer à la source, on va la revendre 3 fois plus cher que du plastique qui sort d'un centre de tri. Arriver à faire ça dans cette machine, c'est 2 ans et demi de recherche et développement pour le faire, et c'est plusieurs brevets. Et donc là, vous vendez déjà les copeaux? Vous avez déjà des acquéreurs? Et donc c'est qui les acheteurs en fait? Tes clients concrètement? Il y a le leader européen qui est d'ailleurs aujourd'hui un partenaire de Coca en France qui en cherche. Il y a un déficit de tonnes qui est monstrueux et c'est avec les leaders mondiaux et notamment européens qu'on a caractérisé cette matière. Il y en a un que vous connaissez. C'est un embouteilleur quoi. C'est un embouteilleur. C'est avant l'embouteilleur. Il achète de la matière et il fabrique ce qu'ils appellent des préformes, qui sont des mini bouteilles qui sont après soufflées par les embouteilleurs avant de mettre ce qui doit aller dedans. Ce qui veut dire que toi, tu as une autre étape dans avant de revendre qui est de mettre en mini bouteille? Non, nous on vend à celui qui fabrique les préformes et qui cherche la matière recyclée. François? Rapidement, sur l'équation économique, donc vous vendez les machines d'un côté et de l'autre, vous vendez la matière première. Le Graal, donc ça c'est quand même la donne de vendre les machines, certes, mais est-ce que le Graal, il se situe justement, est-ce qu'on peut avoir des chiffres un petit peu pour imaginer dans quelle mesure Green Big deviendra Byzance d'ici quelques années? Est-ce que c'est sur cette deuxième partie? Alors nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est que chaque machine collecte à peu près 1000 bouteilles par jour. Et en l'occurrence, on observe chez nos concurrents qui sont... Ça, c'est notre seuil de rentabilité. Ouais. Et c'est celle du magasin aussi. On observe que nos concurrents, ils collectent entre 2000 et 4000 bouteilles jour. Et eux, à 4000, ils sont toujours pas rentables. C'est là où, effectivement, on a quand même... Il y a une forme de révolution dans le modèle économique qu'on apporte. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est d'avoir un coût de revient à la tonne.
Et à l'intérieur, on peut remonter à la table. Merci Benoît. On vous entend mal, je crois, avec votre micro. On a un petit souci qu'on va régler pendant la pause. Mais bon, le message a été passé, hein, donc ne bougez pas, on va rappeler Julie. Julie Le Calonnec, donc de l'atelier Gaston. Julie, rebonsoir. Oui, j'ai peut-être écorché votre nom de famille tout à l'heure, hein, mais là c'est bon. Bien avec un C, hein, Julie Le Calonnec. C'est ça. Rebonsoir, donc, et bravo pour votre pitch à tous les deux. Un peu écourté pour Benoît, mais vraiment d'une seconde. Vous avez peut-être une dernière question pour Benoît, pour compléter, ou c'est bon, vous avez fait votre choix? J'ai fait mon choix. Ok. François, le choix aussi est fait, le verdict? Le choix est fait, mais je peux poser une dernière question? Vas-y, oui. La question est simple. Hein. En tant que VC, c'est un mariage en CDD, bon, tout le monde le sait. Qui vous achète qui vous achète demain? Ou comment vous voyez à la tête de cette entreprise? Qui nous rachète en tant qu'entreprise? Ouais. On n'a pas vocation à être nous. Alors moi, j'ai envie de dire, je vous rachète vous en tant que fonds pour continuer le développement. Effectivement, on a de grosses ambitions en France, bien sûr, parce que c'est un peu notre vitrine. Notre sujet, c'est d'aller à l'étranger. C'est un marché mondial et il y a un potentiel monstrueux. Le chiffre que j'ai donné, 480 milliards de bouteilles, en donne l'ampleur. Bon, donc IPO. Ouais. Plutôt. Ouais, pas IPO forcément. Ça peut être aussi LBO. Ok. IBO versus LPO, LBO. Celui qui vient de, je sais pas d'où, là, d'une autre chaîne ou de Voltage FM à Paris, il n'a rien compris. On n'a plus le temps de traduire. Là, il faut choisir, c'est le verdict, donc on va peut-être être galant, hein, François, je sais pas ce que vous en pensez. Et Audrey donc, va nous donner son verdict, qui de l'atelier Gaston ou de Green Big, avec son premier produit, là, qui non pas écrase, mais fait des paillettes de nos bouteilles en plastique pour les revendre derrière et intéresser aussi le distributeur. Audrey, donc, je t'en prie. Alors, mon choix va se porter ce soir sur Green Big. Je salue l'ambition de l'entrepreneur, je salue l'énergie de l'entrepreneur. Et mon choix s'est fait sur une taille de marché. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, j'ai des doutes en fait sur la taille de marché que l'atelier Gaston peut atteindre. Parce qu'effectivement, tu présentes le potentiel de clients, mais je pense qu'en fait, tu adresses une niche au sein de ces clients. Et si on était allé plus loin, je t'aurais demandé quels sont les personas qui s'intéressent à ce produit en particulier. Et j'aurais peur que fait des concurrents se positionnent sur ton marché, qui sont les ateliers de luxe qui, eux, ont également déjà des chutes de cuir et qu'ils pourraient également produire des produits concurrents. Donc ça me ferait peur. Alors que dans Green Big, je pense que effectivement les concurrents sont bien identifiés déjà. Et je salue l'innovation. J'aurais voulu creuser un petit peu plus et voir en quoi en fait ce broyeur il est si innovant et en quoi c'est compliqué de le répliquer pour un concurrent. Mais c'est vrai que cette ampleur de marché, elle m'intéresse. François? Écoutez, moi je choisis également Green Big pour la simple et bonne raison que d'un point de vue VC, on a un modèle économique qui est plus simple pour nous, non seulement à comprendre mais à scaler. Et si je résume en 4 points, en 2 minutes, je me pose 4 questions. Est-ce que la solution est scalable? Elle l'est évidemment, je ne vais pas argumenter là-dessus. Est-ce que la solution est sticky? Est-ce qu'elle colle? Avec votre solution, vous avez vos machines, elles sont installées et les retailers sont prescripteurs dans votre solution. Donc ça c'est extrêmement agréable et rassurant. Enfin, le troisième point, c'est le côté récurrence. Il y a une récurrence de l'usage, ça sera à challenger après dans les chiffres, mais qui est extrêmement plaisante pour les VC. Et enfin, le dernier point, c'est la vision que vous avez tous les deux, mais que j'achète tout particulièrement. Sur l'atelier Gaston, j'aime beaucoup la vision, j'aime beaucoup la stratégie B2B2C dont on a parlé, et je pense qu'il y a une véritable opportunité, et vous avez un filon. Moi, ce qui me rassure un petit peu moins, ou ce que je creuserais tout du moins, c'est le positionnement concurrentiel. Il y a beaucoup de monde, les prix sont tirés vers le bas. Après, il y a certaines enseignes où c'est plutôt tiré vers le haut, mais en règle générale, tiré par le bas. Et le besoin de financement, selon moi, est assez fort, car il y a beaucoup de matières premières à financer. Donc, j'ai beaucoup aimé les deux projets, mais je choisis le levier un peu plus B2B que l'on connaît chez Cap Horn, qui est Green Big. Deux projets donc autour du recyclage. Belle thématique en tout cas ce soir. Merci, et j'y suis pour rien. C'est notre producteur Damien et Hélène qu'il faut remercier. Atelier Gaston, vous lâchez rien, hein, Julie, on est d'accord? On est à fond. Est-ce que vous acceptez d'ailleurs de recevoir Julie là, en bonne et due forme pendant 1 heure chez vous dans vos fonds respectifs? Tout à fait. Qu'elle vienne vous répondre à tous les points que vous avez soulevés. Donc Julie avec nous ce soir, l'atelier Gaston et Green Big donc, qui remporte ce pitch, le dernier de la saison d'ailleurs. Et on retrouvera le pitch évidemment à la rentrée fin août. Courte pause dans un instant, c'est l'ActuTech du jour. On sera avec Jean-Christophe Roisset donc pour le journal. Courte pause.